BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances puisque vous effectuez votre rentrée? Effectivement, j'ai profité des vacances pour me reposer. Du coup, ce que je vais vous dire ce matin, je ne le dirai pas sous l'effet d'un quelconque accès de colère, par exemple sur la cabrantesque feuilleton sur le maintien ou non du prélèvement à la source. Non, le propos se veut pesé, réfléchi, étudié, etc. Il y a comme un petit clin d'œil à la démission de Nicolas Hulot? Oui, justement. Alors essayons de faire un peu le bilan de l'action. Pourquoi sommes-nous là? Je pense, d'une part, pour essayer de permettre aux Français de mieux optimiser leur patrimoine en le gérant de manière plus efficace et en obtenant de meilleures performances. C'est, je pense, l'un des objectifs de cette émission Intégral Placement. Oui, c'est un peu notre mission avec Guillaume. Parfait. Avec nos invités. Parfait. Donc de mon côté, avec la création de marchés gagnants, j'ai voulu me focaliser plus spécialement sur la partie financière du patrimoine. Pourquoi? Parce que les Français ont le sentiment de ne rien comprendre au placement financier, à la différence de l'immobilier qui, avec ses quatre murs et son côté réel, paraît plus facile à appréhender. Et puis aussi pourquoi? Parce que les Français, en fait, sont insuffisamment diversifiés sur leurs actifs financiers. Bref, si l'on voulait poursuivre la métaphore, on pourrait dire que nous, collectivement, par notre action, nous sommes un peu le ministère de la transformation patrimoniale, celle qui doit nous faire passer de l'ancien monde, celui de la désinflation qui avait été entamé au début des années 80, marqué par la baisse progressive des prix, et puis avec un petit différé, la baisse des taux d'intérêt, pour passer dans ce nouveau monde dont, avouons-le, nous ne maîtrisons pas parfaitement tous les contours. Bon, si vous choisissez ça comme approche, ça veut dire que vous considérez qu'on n'avance pas assez? Mais regardons quelques chiffres. Premier constat, selon les statistiques de la Banque de France, le patrimoine brut des ménages français a baissé au premier trimestre 2018. Il s'est établi à 5 006 milliards contre 5 014 milliards un trimestre auparavant. Alors bien sûr, un chiffre trimestriel ne fait pas une tendance, mais pour autant, c'est pas un bon résultat. Pourtant, on dit que les Français sont plutôt fourmis, non? Voilà effectivement une réputation qui leur colle à la peau. Les Français, champions du monde en foot avec leur deuxième étoile. La France, championne d'Europe de l'épargne. Alors, en fait... si on regarde, en termes de taux d'épargne, peu ou prou, le taux d'épargne il est stable de manière globale. Il était de 13,8% sur l'année en 2017 et il était de 13,8% sur le premier trimestre. Mais en revanche, si je prends ma casquette marché gagnant spécialisée sur l'épargne financière, hors immobilier, eh bien je constate une baisse du taux d'épargne financière. Il était de 4,5% en 2017. Il est passé à 4,3% au premier trimestre. Voilà, vous chipotez, c'est pas une catastrophe quand même, 0,2? Non, bien sûr, cela dit, on peut regarder les choses sur une tendance un peu plus longue. En 2009, on était à près de 7%. Donc, en fait, en 10 ans, le taux d'épargne financière, il a baissé de près d'un tiers. Alors, tiens, on va regarder nos amis allemands, puisqu'on doit les rencontrer. On doit les rencontrer en foot. Eh bien, chez eux, le taux d'épargne financière est resté stable par rapport à l'an dernier. Et surtout, si je compare à 2009, eh bien, on est dans le même niveau. Alors, vous savez qu'avec la loi Pacte, on a beaucoup fait la comparaison entre la France et l'Allemagne, par exemple, sur le développement des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Eh bien, je pense qu'on néglige ce phénomène d'épargne financière qui est plus faible chez nous que chez eux. Les Allemands sont meilleurs que nous en termes d'épargne financière. Ce sont eux les champions d'Europe. Nous, j'aurais tendance à dire que l'on a tendance à se vanter, à se mentir, voire même parfois, disons-le clairement, on nous ment. On nous ment sur quoi? On peut parler 2 secondes du prélèvement à la source? Oui, allons-y. Alors la question n'est pas, je ne vais pas vous dire savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour les Français. Je peux juste vous dire que si Édouard Philippe avait annoncé qu'on avait retiré le texte, je me serais franchement énervé parce qu'il y en a marre des textes qui sont votés, qui servent à rien. Je peux vous rappeler la liste. Le LDD qui est censé être S, qui ne l'est toujours pas. Je rappelle ce qui s'était passé au printemps avec l'IFI où on avait décalé la date de remise de déclaration parce que l'administration fiscale n'avait pas donné sa position. Donc moi, sur le prélèvement à la source, il y a un sujet qui m'a interpellé et il concerne l'immobilier. C'est quoi? C'est l'usine à gaz sur les revenus fonciers? Non. C'est en fait le lobbying qui a été fait par les courtiers qui vendent des crédits immobiliers sur le fait que le prélèvement à la source risquait réduire la capacité d'emprunt des ménages. L'idée c'était quoi? C'est-à-dire que si auparavant sur votre fiche de paye vous aviez 100 de revenus, eh bien on pouvait vous prêter avec une capacité de remboursement de 33, mais si en revanche vous n'aviez plus désormais après le prélèvement à la source que 80, eh bien on ne pouvait plus vous prêter qu'avec une capacité de remboursement qui était à 26. Et là je me suis dit mais c'est marrant.
on découvre que les choses se passent ainsi. Et on ose prétendre que les banques françaises ont un risque immobilier qui est faible comparé aux américaines. Quand il y a eu les problèmes des subprimes, on nous disait les Américains, ils sont fous. Ils prêtent sur la valeur des biens et non pas sur la capacité de remboursement. Seulement, si on voit comment est calculé en fait en France le reste à vivre, on voit que c'est calculé de manière assez laxiste. Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'alimente pas les Français en crédit immobilier, on les gave, et je ne suis pas sûr que ce soit une pratique qui soit validée par les écolos. Bon, les écolos en finance, vous allez nous parler de biodiversité bientôt? Oui, si vous le voulez. Si vous le voulez. La France a fait le choix du modèle de la banque assurance, ce qui revient pour le système et pour les clients à concentrer les risques. Je le dis, je le répète et je le rappelle, je pense qu'il ne faut pas souscrire l'assurance vie de son banquier. Toujours est-il que ce modèle français, il a été confirmé cet été avec par exemple l'annonce du rapprochement entre la Banque Postale et la CNP. Donc en France, c'est banque assurance toute, ce n'est pas de la biodiversité financière. Et je peux vous dire que si un jour le modèle est en difficulté, on ne rigolera pas. Bon. En clair, vous n'avez pas un bilan très positif, très souriant, c'est la faute à qui? À tous, au système, aux banquiers, aux politiques, mais aussi à nous-mêmes. Franchement, je suis littéralement sidéré de la léthargie des épargnants, de leur manque d'intérêt, de leur manque de mobilisation. Soyons francs, toute une partie de la population a été exclue par manque de moyens de l'épargne. L'épargne populaire, expression qu'on utilisait à une certaine époque, aujourd'hui c'est franchement de la foutaise. L'épargne, elle est élitiste. Et l'épargne, aujourd'hui, on constate aussi la chose suivante. C'est pendant près de 30 ans, on a eu des produits miracles. De la SICAV monétaire au fonds en euros, je réfléchis pas trop et j'ai de bons rendements. Et puis voilà, les taux ont baissé, les paradigmes ont changé et les Français, ils sont découragés. Alors, un exemple, je les entends pas sur le prélèvement à la source, j'ai entendu dire « Ah ouais, mais il y aura moins sur la fiche de paye, donc ça va pas être bon. Ouais. La revalorisation, faible revalorisation des retraites, on nous a dit « Ah ben ça va poser un problème. » Sur les sujets d'épargne, j'ai rien entendu. Au fait, juste dans ce qui devait se passer cet été, le livret A, il aurait dû passer à combien au 1er août? Ça dépend de la formule, non? L'ancienne ou la nouvelle? Eh bien, écoutez, avec l'ancienne formule, il aurait dû doubler. Il aurait dû passer à 1,50%. Et avec la nouvelle formule qui rentrera en application en 2020, il aurait dû baisser à 0,5 points. Rendez-vous compte, l'habile tour de passe-passe du gouvernement sur le taux du livret A. Et qui aurait pu monter au front? Pas les banquiers, ils sont aux anges. Pas les politiques, ils sont aux anges. Les épargnants auraient dû faire entendre leur voix. Mais ils s'en foutent à peu près, comme les gens vont vous défendre l'écologie en faisant tourner leur moteur diesel. Bon, tout le monde en prend pour son grade, quoi. Ouais, et on va être honnête, on va pas s'épargner non plus, parce que dire de la qualité de l'information fournie? On est en train d'attaquer le vote de la loi Pacte au Parlement. Juste, qu'est-ce qu'on entend dire de manière générale et qu'est-ce que nous a dit Nicolas tout à l'heure sur la sortie des produits d'épargne retraite? Qu'il y avait eu un intense lobbying et que du coup, le gouvernement avait accepté une sortie en capital. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la loi? Dans la loi, il y a marqué que la sortie de l'épargne retraite se fera obligatoirement en rente viagère sur les sommes qui sont issues des versements obligatoires des épargnants, ça c'est pour l'article 83, et des versements des employeurs. Et qu'il y aurait le choix entre rente viagère et capital seulement sur la partie épargne salariale et sur les versements volontaires non obligatoires des salariés. Donc ça veut dire en pratique que la sortie en capital pour tous, c'est quand même du pipeau. J'ai franchement le sentiment qu'on nous a pris pour des clowns. Bon, vous avez donc un retour de vacances finalement assez compliqué, Jean-François, ce bilan pas très flatteur. Vous allez quand même pas pousser la chansonnette jusqu'à imiter Nicolas Hulot et... Non, je pense comme Nicolas Hulot sur son sujet que l'état des lieux est effectivement gravissime et justement, je pense que du coup, il faut continuer le combat parce qu'on ne peut pas compter sur l'industrie financière et on ne peut pas compter sur les politiques pour le faire. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas démissionner, que même si les avancées se font petit pas par petit pas, en revanche, ce qu'il faut éviter, c'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire toujours recommencer. Jean-François Filiatre et marché gagnant.